y a quelque chose à Madagascar qui est beau. 70% de nos clients sont des Malgaches. C'est un projet fou. C'est pour un jeu vidéo, Minecraft. Tu montres nos richesses, on est trop fiers d'être Malgaches. Pas une tête de Malgache, tout le monde me le dit. Donc on pense que je suis jamaïcaine. Alors aujourd'hui, dans Storytown, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie-Laure. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour Axel et merci de me recevoir. Alors, c'est généralement comme ça que je commence. Est-ce que peut-être, pour débuter notre conversation, tu pourrais un petit peu te présenter comme quand tu te présentes dans la vie de tous les jours? Alors, donc dans la vie de tous les jours, donc je suis maman, j'ai 2 enfants. Dans la vie professionnelle, je suis créatrice de mode et c'est un métier hyper passionnant. Okay. Ah, ce sont tes enfants? Non. Ok. Ah, ok. Non. Ah, mince, ok, excusez-moi. C'est ma nièce. Ok. Peut-être, ça c'est, je pense que c'est un métier hyper passionnant et je pense que c'est un domaine, le domaine de la mode, c'est un domaine où je pense qu'il y a encore très peu de gens qui sont familiers avec. Je pense de l'extérieur, chacun un petit peu a son idée, si tu veux, etc. Mais le behind the scenes, comme on dit, je pense qu'il y en a peu qui le connaissent. Mais avant qu'on parle un peu plus de ça, est-ce que peut-être tu peux un peu nous dire, toi, ton enfance, elle s'est passée comment et comment, petit à petit, en fait, t'en es arrivé au domaine de la mode? Oui, alors moi je viens d'une famille d'artistes. Mon papa était musicien, mais aussi un homme d'affaires, et ma maman était institutrice et couturière à ses heures perdues. Et donc j'avais un grand frère qui aimait bien aussi la couture comme ça, et j'étais tout le temps avec ma maman en fait, étant petite. Et j'ai perdu mes parents assez jeunes, donc quelques temps plus tard, j'ai eu ma fille et j'avais envie de coudre et il se trouve que j'avais eu cette formation de couture étant petite avec ma maman et j'ai su coudre à partir du moment où j'ai pris les ciseaux et les tissus, tout était resté comme si j'ai appris à le faire. Ok, d'accord. Donc en fait, toi, tu as directement appris sur terrain au travers de la pratique, quoi, je veux dire. Voilà, étant petite avec des poupées en carton, juste en ramassant des chutes de tissus et créer des petites robes. Comme ça, je copiais en fait visiblement ce qu'elle faisait. Ok, mais à l'époque, est-ce que c'est quelque chose, tu en faisais une activité vraiment professionnelle ou c'était juste un peu un hobby, tu vois? Ah non, au moment où j'ai commencé pour ma fille, c'était vraiment pour ma fille, pour m'amuser, mais j'étais prise par cette couture. J'en offrais à des amis. J'ai été envahie, la maison était envahie par mes créations. Donc j'ai commencé à me dire ici, je vends un peu à des copines, à des festivals de musique, des marchés de Noël, parce que j'ai habité en Europe en fait pendant 25 ans. Ok, donc en fait, t'as commencé ça là-bas du coup? Là-bas, j'ai commencé ça là-bas. Ok. Et je suis rentrée, je commence à avoir chaud. Et je suis rentrée définitivement à Madagascar il y a 5 ans. Mais c'était vraiment pris de passion par la couture. Et je commençais à vendre comme ça un peu partout. Et ça marchait. Je vendais même sur les brocantes en France pour commencer. Te dire, je viens vraiment j'ai commencé avec rien du tout. D'accord. Et genre, je pense que ça justement, c'est quelque chose où on n'en parle peut-être pas assez, on nous l'apprend peut-être pas assez. Si jamais c'est quelque chose d'ailleurs qui peut s'apprendre, ça, je sais pas, peut-être chacun a son point de vue là-dessus, c'est justement la vente. Tu vois, genre, comme tu disais, tu commençais un petit peu à vendre à des amis, dans des brocantes et tout ça. C'est quoi, comment est-ce que toi tu as fait justement, parce qu'il y avait peut-être une ou deux petites techniques en particulier, tu vois, que tu utilisais un peu pour justement convaincre les gens, tu vois, d'acheter. Est-ce que je veux dire, t'avais un petit storytelling derrière? Est-ce que c'était, tu vois, est-ce que t'avais quelque chose vraiment de... Non. Ou est-ce que c'était vraiment du feeling, C'était au feeling et c'était très difficile en fait pour moi. J'avais du mal à vendre au début parce que le commerce c'est un métier, donc ça me mettait mal à l'aise de mettre un prix sur quelque chose, sur des pièces à laquelle j'ai mis vraiment de transparence et je savais pas combien la vendre. Comment argumenter, et j'ai appris vraiment sur le tas, petit à petit. C'est pour ça qu'au début, j'en offrais beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai cette habitude d'offrir mes créations, du coup, quand ça vaut le coup, j'en offre régulièrement. Et est-ce que t'étais sur d'un type vestimentaire bien précis, tout au long enfin, en tout cas, quand t'étais en Europe, est-ce que t'étais sur des types de vêtements précis, tu vois, est-ce que tu faisais un peu de tout, est-ce que t'es spécialisé, par exemple, vêtements pour femmes, pour enfants, pour hommes, Alors donc essentiellement pour femmes au début,
Et j'avais pas... En fait, je préparais toujours, je copiais un peu le modèle international des défilés, 2 par an, automne-hiver. Donc, je faisais toujours des petits défilés dans le village où j'habitais. Et j'ai commencé par le wax. Le wax, ok, ouais. Et après, je vois que tout le monde fait du wax. J'arrivais pas à me différencier. En fait, j'avais l'impression que si je fais du wax, on va pas reconnaître mon travail. Il y en a beaucoup, il fallait trouver vraiment une identité, une ADN dans ce que, mon essence même, hein, dans ce que je fais. Mais au début, voilà. Mais je faisais toujours quelque chose d'assez différent. J'ai toujours essayé de matérialiser ce que je pensais. Et je le fais toujours. Wow. Et justement, ça c'est intéressant ce que tu dis, matérialiser ce que tu penses. C'est quoi ton processus justement de création, tu vois? Est-ce que tu mets tout de suite un dessin ou est-ce que je sais pas comment ça se passe, tu écris des choses d'abord, Ça dépend. Oui, j'écris de temps en temps, même des fois. Ça dépend des situations. Ouais. Mais je sais pas. En fait, je m'inspire un peu de la nature, des gens dans la rue. Je suis assez observatrice, donc il y a beaucoup de choses avec ma nièce sur la route. On rigole beaucoup parce qu'il y a très peu de choses qui nous échappent en fait. Okay. Et je pense que je m'inspire un peu de ça. Le dimanche, c'est un vrai défilé de mode à Madagascar. Quand tu te balades un peu le dimanche, tout le monde est en dimanche, tout le monde est magnifique. Et il y a de quoi s'inspirer. Mais je m'imagine toujours quelque chose qui n'existe pas spécialement en fait. J'aime bien créer ou transformer. La transformation parce que on peut pas. Création, c'est compliqué, mais transformation, oui. Tu reviens donc, comme tu dis, il y a 5 ans. C'est quoi? T'as un déclic, en fait, pour revenir à Mada? Ou c'est une opportunité pro? C'est un choix de vie? Je venais souvent quand j'habitais en France, en fait, quelques années avant de rentrer définitivement, mais j'avais envie d'apporter la pierre à l'édifice. Quand j'ai commencé la mode, je connaissais pas beaucoup de créateurs malgaches, en tout cas. Ils appellent ça styliste ici, beaucoup. Et, il y a une différence? En vrai? Entre styliste et créateur? Ouais. Pour moi, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais stylisme, c'est quelqu'un qui va prendre des vêtements dans un magasin ou des créateurs de mode qui vont créer vraiment avec plusieurs choix. Et le styliste, il va définir ce qui va t'aller. Il va, les couleurs, le thème, qu'est-ce qui te va, ça va avec ton temps. Le créateur, il va vraiment dessiner quelque chose, pas spécifiquement pour une personne. Okay. Moi, en tout cas, quand je le fais, c'est vrai que j'imagine pas une personne. Okay. J'imagine plutôt le délire, comment ça va être dessus. D'accord. Ok. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton... C'est juste pour la différence entre styliste et du coup, j'ai perdu le fil aussi. Oui, en fait, on parlait de... c'était eu un déclic, justement, pour quand tu voulais revenir à Mada. Oui, alors, donc, voilà, c'était pour apporter un peu... J'ai vu que j'ai sorti une collection en 2016 qui s'appelle Tsarasu. Et c'était des nappes de table que j'avais achetées sur le marché quand je venais en vacances. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui peut, parce que on peut être porté que par son pays. C'est pas, chacun, la terre appartient à tout le monde, mais je me suis dit, il faut que je touche le cœur des Malgaches avec quelque chose qu'on n'a jamais fait, dans lequel chaque Malgache va se reconnaître. Et les nappes de table, je me baladais comme ça, puis je me suis dit, je vais faire des robes avec ça. Et j'étais partie au Maroc quelques mois avant. J'avais ramené du tissu du Maroc et je pensais à ce tissu mélangé avec les broderies malgaches. J'ai acheté donc des nappes de table, essentiellement des nappes de table. Je suis rentrée en France et j'ai cousu ça. J'étais toute seule en plus à coudre 15 pièces et le résultat était vraiment époustouflant. C'était un buzz énorme. Et j'ai reçu des messages, mais des messages où le plus fort dans les messages que j'ai reçus, c'était quelques personnes qui me disaient qu'avant ils n'étaient pas fiers d'être malgaches, mais depuis que en fait il y a quelque chose à Madagascar qui est beau, on se rend pas compte, et beaucoup me disaient avant on n'était pas fiers d'être malgaches, mais maintenant que tu es là, que tu montres nos richesses, on est trop fiers d'être malgaches. Wow. C'est incroyable. J'aimerais bien voir un peu ça ressemble à quoi ces pièces-là. En fait, donc les nappes. Et c'est quoi, tu les couds ensemble côte à côte et ça forme. Ouais, j'ai découpé les nappes de table et j'ai fait en sorte de monter des vêtements. Incroyable, incroyable. Mais quand t'étais là-bas, tu les vendais. Enfin, je veux dire, là, on va dire les premiers mois, les premières années, mais une fois que t'étais quand même déjà un peu mieux lancé, tu les vendais où, en fait, principalement, tes créations? Tu les vendais en ligne, bouche à oreille, ou tu avais des partenariats avec des boutiques? Je continuais à faire les marchés de Noël.
j'ai fait le Who's Next, c'est le plus grand salon de la mode professionnelle. Ah oui, ok. Et j'avais une boutique dans la ville où j'habitais, mais j'organisais aussi des pop-up stores qui duraient une semaine et j'invitais d'autres artisans et on partageait le lieu pendant une semaine et c'était à Châtelet. À Châtelet, ok. Ouais. Oui, ok, d'accord, ok. Le Who's Next, là, ça se passe où, généralement À Porte de Versailles, Paris. Ah, ok. C'est un truc vraiment c'est grandiose et tout. C'est quelque chose, quoi. Ouais, ok. Mais c'était une expérience. Je peux pas dire que c'était un échec parce que du coup, j'étais pas prête pour suivre les commandes parce que c'était vraiment très professionnel. Donc, il y avait des clients qui arrivaient qui voulaient peut-être 1000 pièces, 2000 pièces et je n'avais pas anticipé. Ouais. Ah, ok. En fait, c'est limite, ça, t'es limite victime de ton succès et de la beauté de tes pièces. Ouais. Et du coup, on n'a pas pu suivre vraiment les commandes, mais si c'est à refaire, je saurais faire. Ok. Ouais, parce que t'as appris entre temps, du Absolument. coup. Ok. Et tu reviens à Mada. Donc, il y a 5 ans. Bon, déjà, vu que tu faisais quand même pas mal d'allers-retours, enfin, tu venais quand même ici en vacances, t'es pas trop dépaysagé, quoi. Je veux dire, tu sais un peu à quoi t'attendre, tu vois. Ah oui, non, mais je t'ai venu plusieurs fois, donc je savais. Ok. Mais tu reviens, tu es arrivé ici, c'est comment tu continues, tu recrutes une équipe, tu continues, on va dire, enfin, en solo, c'est quoi un peu les... Alors, avant de revenir, j'avais ouvert une boutique ici à Bandi, à Tana, donc j'ai l'impression que je ne sais plus où je suis. Ouais. C'est trop français. Hein. On va changer la déco bientôt, vous en faites pas. Je perds le fil. Excuse-moi, c'est pas. Non, t'inquiète. Et donc, j'avais ouvert une boutique et j'étais repartie. Donc, non, mais je savais, j'étais venue plusieurs fois. J'avais été invitée par les organisateurs de la francophonie où c'est la première fois où je suis venue présenter donc la collection Tiarasso avec les broderies, mais j'avais fait une autre collection juste derrière qui s'appelait Épuré avec de la broderie de Richelieu. C'était toujours des nappes de table que j'avais achetées à Noussibé. Ah oui. Avec les femmes brodeuses. Donc, ok. Et donc, je suis venue à Madagascar plusieurs fois, donc notamment pendant la francophonie pour présenter les 2 collections. C'était super sympa. Mais je revenais souvent. Et quand je suis arrivée, je suis arrivée fin 2019, en fait. Donc, c'était hyper compliqué parce que 2020, Covid. Ah oui. Donc, il fallait rebondir et on a fait des masques et incroyable. On en a vendu vraiment plein. Ah ouais, hein? Plein. Et ça nous a sauvés, c'est bizarre ce que je dis, hein. Ouais. Mais ça t'a sauvé, mais ça a sûrement aussi sauvé beaucoup de gens, tu vois. Donc, oui. Donc voilà, on a commencé avec les masques, mais après on a ouvert une boutique au Carlton. Donc on a une boutique au Carlton, on a constitué une petite équipe. Donc voilà. Ok, mais genre à l'époque quand tu ouvres donc la boutique au Carlton, est-ce que parce que moi c'est vraiment un truc que certaines personnes à qui j'ai pu discuter ressentent, c'est la difficulté en fait de trouver tu sais des collaborateurs. Tu vois, est-ce que toi c'était quelque chose de compliqué ou est-ce que ça s'est passé plus ou moins simplement, tu vois, pas trop de galères de ce côté-là? On va dire que c'est compliqué quand même. Ouais, c'est quand même compliqué. On va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est quand même un peu compliqué. Ouais. Ben, je sais pas si on manque de rigueur, je sais pas trop ce qui manque. Moi, j'essaye en tout cas de motiver toujours mon équipe, pas spécialement par des gestes financiers, mais aussi beaucoup de compliments. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je vois bien que les yeux brillent parce que c'est un peu compliqué ici. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on sait pas trop complimenter les gens, mais on a plutôt envie de les. Ouais. Et moi, c'est plutôt le contraire. Le contraire, ouais. C'est ça. Ouais, ça permet justement, ça, je pense, c'est une bonne approche. Ça permet, tu sais, d'élever les gens et de leur. Absolument. Et de leur faire comprendre que, oui, quand les choses vont pas bien, faut dire les choses, mais quand elles vont bien, ben, c'est aussi savoir le reconnaître et ça, les gens, je pense, c'est une motivation. Exactement. Je le vois vraiment avec. Ça touche. C'est quelque chose qui touche. Absolument. Ça touche au début. Je voyais bien qu'elles n'étaient pas prêtes à prendre des compliments parce que j'ai l'impression que c'est jamais arrivé. Ouais. Ça, elles rugissaient et tout. Aujourd'hui, elles attendent que je complimente et tout. Ben alors, madame. Ah oui, c'est génial, t'as pu. Mais d'ailleurs, ça, c'est un truc, je me demande comment, par exemple, toi, tu fais pour gérer avec tes équipes quand, par exemple, imagine, tu reçois une grosse commande, t'es dans le rush, comme tu disais, certains peuvent manquer, par exemple, de rigueur ou peut-être ont du mal à supporter quand, par exemple, on leur dit, je
je sais pas, travaille plus vite ou fait mieux les choses, alors que l'idée, c'est, je pense, comme dans tout métier, c'est de chercher l'excellence, tu vois. Donc, cette excellence, tu la cherches justement en t'améliorant dans les petites choses et en ayant le souci du détail, tu vois. Et ça, je pense, c'est quelque chose, effectivement, qui manque encore un peu. C'est genre, par exemple, voilà, il y a un gars qui, par exemple, il est en train de faire un mur, tu vois, et puis tu dis, ça a un peu de travers. Mais tu vois, C'est pas nul. ouais, ça, c'est quelque chose, je pense, effectivement, qu'il faut changer. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à inculquer un petit peu, petit à petit, à tes équipes? Oui, mais absolument. Mais moi, j'ai une autre méthode. Un partage. La méthode, c'est que quand on coud et c'est pas bien, on découd. Ah oui. Donc, découdre, à un moment donné, je leur ai dit, mais comprenez bien, ça évitera de découdre parce que vous perdez du temps et on a plein de choses à partager. Donc, mais je donne vraiment une motivation, j'explique vraiment pourquoi il faut aller vite, par exemple, pour passer à autre chose, pour que peut-être un jour tu ne travailles plus pour moi, mais tu vas avoir une facilité à trouver du travail ailleurs en ayant travaillé avec moi pendant des années parce que tu auras cet œil que très peu ont. Ouais. Okay. Et donc, je leur oblige de défaire. Donc, la petite équipe qu'on a aujourd'hui, elles ont l'habitude et c'est vraiment du top. Hein, ouais. Ben oui, j'ai réussi. À peu près là. Comment? Vous êtes combien à peu près là? Là, on est 6 parce que en fait, nous, on a un studio. C'est un studio de conception. Donc, c'est là où on fait les prototypes, on fait des pièces uniques, on travaille. Mais quand on a une commande un peu plus conséquente, ça fait un moment qu'on le fait plus. Mais avant, on travaillait avec le centre C'est Madame Djou. Donc, c'est un centre de personnes à mobilité réduite. Et une collection qu'on avait fait, TIC, c'est une collection en Lambawan. Ce sont des femmes handicapées qui les cousent quand on a une commande un peu plus conséquente. Waouh, c'est excellent ça. Mais tu vois, tu parlais de pièces uniques. Mais les pièces uniques, c'est pour le marché local. Il y a un marché ici là, de pièces uniques. Oui, il y a un marché ici et ça aussi, ça faisait partie du challenge quand je suis rentrée. En fait, je me suis dit parce que quand je venais ici, je vois bien que je subis un peu aussi ce truc où c'est à la tête du client. Et moi, j'ai vraiment pas la tête à l'emploi. J'ai pas une tête de malgache. Tout le monde me le dit. Donc, on pense que je suis jamaïcaine, américaine, antillaise. Donc, le prix, il est plus. Je vois bien quand je demande un truc. Ça. Quand le vendeur me demande si c'est ça que je demandais, je sais qu'il est en train de calculer. Il est déjà en train de faire le calcul. La conversion de devise, voilà. tout ça. C'est ça. Donc, j'ai tellement subi ça que quand, nous, malgaches, les malgaches qui ont les moyens, qui vont à l'extérieur, ils négocient pas, ils négocient nulle part ailleurs parce que d'abord, ça se passe pas comme ça. Et donc, moi, je me suis dit que moi, je vais rentrer au pays, mais moi, mon challenge, le challenge, c'était que ça soit des malgaches, des clients. Ces malgaches qui ont les moyens, on fait du beau travail, on fait quelque chose qui vaut un peu cher. Certes, ça dépend des pièces, mais je veux dire, quand c'est beau, c'est ça le prix. Et quand tu vas à l'extérieur, dans n'importe quel pays du monde, tu négocies pas chez Dior. Bon, c'est ça. S'il te plaît, moi, je suis français. On est d'accord. Donc là, c'est la petite, mais, donc, au début, c'est presque, je sais pas si je peux appeler ça éducation, mais encore une fois, j'explique aux gens que voilà, regardez bien, c'est bien fait. Et quand des clients malgaches rentrent dans la boutique, qu'elles me disent, ah oui, mais vous n'avez pas de prix malgache. Mais pourquoi? Parce que vous avez moins les moyens que, je sais pas comment le prendre, mais il n'y a pas de prix malgache, prix chinois. Les prix sont affichés. Et quel que soit le client qui rentre, il a les prix affichés. Il a les prix affichés. Et aujourd'hui, je sais pas, allez, 70% de nos clients sont des malgaches. C'est incroyable, ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi, je pense qu'il faut sensibiliser les gens, surtout ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, les jeunes, où l'idée, c'est de se dire, en fait, quand tu lances ton business, ne pars pas avec cet état d'esprit de je vais être le moins cher du marché pour avoir des marchés, pour faire rentrer des sous, parce que bon, déjà, d'une certaine manière, tu te rabaisses et tu rabaisses le travail que tu fais. Et moi, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à faire moins cher que toi. Ah bah oui. Moi, je pense. Donc, tu vois, si jamais ton seul argument, c'est le prix, c'est juste que soit c'est pas la bonne cible, soit bon, il y a d'autres choses à revoir, mais tout à fait. Voilà, faut pas être dans l'idée de se dire on va brader tout le temps à chaque fois. Puis quand on a cette idée-là dans la tête, on va mal faire puisqu'on va pas pouvoir le vendre cher. Donc on s'en fout. Donc ça vient le Zaitatsit. Exactement. Non mais c'est exactement ça. Et c'est comme dans la vie en général. Je veux dire, si jamais tu veux, bon, j'en sais rien, mais par exemple, imaginons que tu es passionné de voiture, tu vas acheter une voiture de collection qui est
limite unique en son genre où il y en a pas beaucoup, bah, tu sais que tu dois mettre un prix. Mais si jamais tu veux un modèle que tout le monde a, etc., bah là, bah, ok, bah tu t'alignes en fonction, quoi. Mais et c'est intéressant. Et les 30% restants, du coup, c'est de l'export ou est-ce que c'est juste d'autres nationalités D'autres qui nationalités, achètent? un peu de diaspora aussi. Un peu de diaspora, ok. Voilà. Ouais. Mais tu t'exportes pas, tu vends tout ici. Non. Mais après le Covid, en fait, c'était un peu compliqué, donc on recommence vraiment là à avoir une nouvelle stratégie pour commencer dans l'océan Indien, peut-être, à commencer déjà sur Madagascar, parce que moi, mon objectif, c'est d'avoir plusieurs boutiques dans Madagascar, et pour montrer aussi l'exemple que voilà, peut-être vu que j'ai vécu très longtemps en Europe, c'est pas forcément mieux. Et je connais beaucoup de monde qui sont même bloqués là-bas parce que c'est pas l'Eldorado comme on pourrait le faire croire. Ça c'est vrai. Et moi j'en veux pas aux jeunes qui veulent absolument quitter le pays par exemple pour aller étudier ou travailler en France, et parce que chacun a son histoire. Moi je respecte les décisions que chacun veut prendre, mais effectivement c'est des choses peut-être qui n'ont pas été assez dites, c'est que c'est pas plus simple là-bas. Non, c'est pas au contraire, simple. Surtout si t'arrives là-bas, là-bas il y a pas tonton, tati. Oui, ça peut être compliqué. Là-bas c'est compliqué. Là-bas si quand ça vient, faut renouveler le visa, etc. Faut faire les paperasses, faut prendre les transports en commun. Les transports en commun là-bas, c'est quelque chose, hein, surtout parfois les grandes villes. En tout cas, je prends l'exemple de Paris. Quand t'as je sais pas combien de lignes de métro là, que tu peux te perdre bien comme il faut en cours de chemin. Il y a ça demande un long temps d'adaptation. Et effectivement, c'est comme tu dis, c'est aussi bien ici. On peut faire de très belles choses aussi ici, pas forcément obligé d'aller. Voilà, mais c'est chacun doit y mettre des siens pour que tout le monde, tous ces jeunes qui font ces études à l'étranger aient envie de revenir avec les bagages. Et mais il faut qu'on soit prêt à les recevoir aussi avec le salaire adéquat. On se comprend. Ouais, on se comprend. Voilà. Mais ces jeunes-là ne demandent que ça, revenir, mais c'est à nous de les recevoir bien. Revenez, on a besoin de vous. Revenez, on a besoin de vous. Mais nous aussi, ici, accueillons-les bien aussi, trouvons le bon système pour que nos jeunes étudiants reviennent avec leur diplôme et faire exploser le pays. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que la fuite de cerveau, c'est un vrai sujet, ça. Ouais. Aujourd'hui, toi, donc, maintenant que t'as une équipe et tout ça, est-ce que t'es toujours autant impliqué, tu vois, dans le côté prod, ou est-ce que t'es plus côté commercial, plus côté admin, tu vois, dans la gestion? Ça se passe comment maintenant tes journées, tu vois? Parce qu'avant, t'étais à fond dans la main dans... je vais pas dire dans le cambouis, parce que bon, là, on parle de création de mode, la ça main fait dans un les peu... paires, mais voilà, dans les aiguilles. Voilà, dans les mains dans les aiguilles, Non, je ne coupe plus. Ok. Donc, on a une chef d'équipe, j'ai des collaborateurs qui font l'administration, mais je suis un peu partout, plus dans la relationnelle, plus dans la relationnelle, en fait, mais aussi dans l'organisation un peu. Plus dans l'organisation. Okay. Mais on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est compliqué d'être artiste et chef d'entreprise. C'est deux choses presque incompatibles. Effectivement, parce que je pense que le chef d'entreprise, lui, l'idée, c'est au moins de maintenir à flot sa boîte, idéalement de la faire grandir. Donc, il y a ce côté forcément pécunier qui est assez important. Voilà, et donc, pragmatique. Et pragmatique, c'est ça. Ouais. Alors qu'effectivement, donc, pour l'artiste, c'est un peu... Alors, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. et on pense pas forcément à cet aspect, pas en premier, en tout cas. Pas du tout. Pas du tout, ouais. Pas du tout. Ouais. Pas l'aspect financier, mais plutôt l'aspect artistique, plutôt impact sur des personnes émotionnelles. Et comment est-ce que toi tu fais pour concilier les deux, justement? Je fais avec. Je fais avec ou je fais sans, je sais pas. Je roule pas sur l'or non plus, hein. Mais c'est pas l'objectif pour moi. C'est pas d'être millionnaire ou milliardaire. Moi, je veux être bien dans ma peau, bien avec les gens. J'ai pas besoin de, je sais pas. En tout cas, j'ai une autre philosophie, mais je m'en sors. Ça va, je suis pas à plaindre. Ouais. De toute façon, je pense à partir du moment où déjà, t'as un staff quand même et tout, c'est que quand même déjà, bon, ça... Mais je vais quand même dire une bêtise que j'ai envie de dire. La diagramme coupe trop souvent, du coup, on a beaucoup de difficultés. Ouais. Mais je rigole pour le dire, mais c'est vraiment un réel... C'est un réel problème. Parce que, au moins, tu pardonneras mon ignorance, mais c'est vrai que les machines, du coup, elles fonctionnent vraiment sur prix, sur secteur. Absolument. Ok. Ah oui, donc forcément, là, t'es... Donc, il faut investir autrement pour avoir de l'énergie. Ouais.
Et toi, t'as plus pris un groupe, t'as plus fait énergie solaire ou Ah, pour l'instant, on fait la résistance. Résistance. Mais on va, je sais pas trop. On tâte entre panneaux solaires ou groupe. Ouais. Mais bon, groupe, c'est sûr que si on veut être un peu minimum dans l'écologie, c'est peut-être mieux les photovoltaïques. Mais ouais. On verra avec les moyens du bord. Oui, ça représente aussi un investissement important, ouais. Ok, ouais, non, ça, je pense que c'est quelque chose, hein. Nous, par exemple, ici, bon, là, heureusement. Vous êtes dans le bon quartier. Heureusement, globalement, ça va. Mais c'est vrai que, bon, on est quand même obligé d'avoir un groupe de secours au cas où parce que, les ordi, les appareils, tout fonctionne à l'électricité. Donc, du coup, si on n'a pas de courant, on peut pas bosser. Et, absolument pas, ouais. Et ouais, là, forcément, ça devient compliqué. Donc, bon, on a eu une certaine chance au départ, effectivement, par rapport à l'emplacement. Oui. Alors, dans ton actu, en fait, j'ai vu que tu avais pu travailler sur un projet qui consistait, en fait, à créer des skins pour des jeux vidéo. Est-ce que tu peux un petit peu m'en parler? Parce que je suis hyper curieux, parce que les jeux vidéo, j'aime un petit peu ça, même si j'ai beaucoup moins le temps d'y jouer ces derniers temps. Donc, ça m'intéresse énormément. D'accord. Alors, donc, j'ai été contactée par Publicis, donc, pour créer un skin pour des jeux vidéo, Minecraft. Là-bas, c'est Minecraft, donc de jeux vidéo. Et c'est Orange Africa qui les a contactés. Donc, eux, ils cherchaient 3 pays pour mettre la culture africaine dans les jeux vidéo, donc dans les skins. Et ils m'ont contacté pour créer un skin masculin. Donc, on a fait des croquis, on a dessiné. J'ai proposé un premier croquis qui n'était pas bon, trop héros. Et ils m'ont dit que c'était vraiment plus culturel, plus traditionnel. Et j'ai choisi quelques matières. Donc, pour le skin masculin, donc j'ai choisi du ti. Ti, c'est un roseau sur lequel on dort, on fait des traditions, on emballe nos dauphins et tout. Et du lambamena aussi, c'est du linceul. C'est les tissus que j'ai utilisés. J'ai utilisé des pierres, des graines malgaches et les matières, et sobaya aussi qui vient de l'Orient. Et j'ai mélangé un peu tout ça pour en faire un skin masculin. Après, ils m'ont demandé de coudre vraiment le vêtement. Donc, j'ai cousu le vêtement, j'ai envoyé les photos et ils ont transformé ça en personnage vidéo. Et donc, suite à ce premier skin, il y a eu beaucoup de succès. Donc, ils m'ont recontacté pour faire un skin féminin. Et là, j'ai utilisé du raffia et du lambawan avec des pierres toujours malgaches et des graines. Et on a cousu aussi ce skin féminin. D'accord. Et donc, tout ça, c'est... on peut... les joueurs, en fait, peuvent les télécharger en ligne et les utiliser dans Minecraft, c'est ça? Absolument, dans Minecraft, donc The Witcher et Sims, et les joueurs peuvent télécharger. Donc moi je suis de Madagascar, donc le skin que j'ai fait, c'est des tenues traditionnelles mais modernisées quand même, et donc les joueurs peuvent télécharger sur le site d'Orange les skins pour s'identifier un peu. Non, mais c'est excellent. Et en plus, je pense que au travers du jeu vidéo, quand on joue en jeu vidéo, surtout les jeux vidéo où il y a cet aspect un peu où on peut choisir un peu les habits qu'on porte, donc les skins, du coup, je pense que les joueurs aujourd'hui pourront, ceux qui s'identifient à Madagascar et à la culture de Mada, pourront justement fièrement montrer que donc voilà, ils viennent ou s'identifient ou aiment Madagascar. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que bon, moi, par exemple, titre personnel, je joue un peu aux jeux vidéo, mais les seuls moments où j'ai pu voir Mada, on va dire, un minimum représenté dans les jeux vidéo, c'était dans les jeux de foot. Parce qu'il y a l'équipe de Mada, mais sinon, il n'y a pas, en fait. Et oui, c'est une première, vraiment. Ouais, c'est vraiment top. Franchement, c'est excellent. C'est vraiment une première, donc... Et c'est vraiment sympa parce que il y a quelques vidéos qui circulent où vraiment le personnage il est magnifique, on s'identifie assez facilement, on reconnaît assez facilement que c'est des tenues malgaches. Tu vois, moi ce que j'espère c'est que nous, grand public à Mada, on pourra un jour les voir de visu en vrai, tu vois, ce serait quand même plutôt pas mal. Les tenues. Mais s'ils seront exposés donc
dans les locaux Orange. Je ne sais pas trop où exactement. Il faut suivre les actualités. Mais ça sera exposé, les deux skins. Ah, ils étaient partis à Paris, exposés pendant le Vivatech. Et ils sont revenus ici et ils vont être exposés. Donc, on aura les informations sûrement bientôt. Ben, on a qu'une hâte, c'est qu'on puisse les voir. Et vraiment, moi, j'encourage aux gens qui ont The Witcher, les Sims et Minecraft, vraiment, aller faire un tour sur le site d'Orange pour voir ces skins-là. Et moi-même, dès qu'on pourra aller les voir en vrai, j'irai là-bas pour sûr. Et j'espère t'y retrouver du coup. Ah ben, on va sûrement organiser ça pour que je puisse être là et expliquer un peu, recevoir nos invités pour regarder le skin. L'expérience globale, tu la trouves comment? Parce que là, au final, ce sont donc des personnages fictifs numériques qui vont porter donc ces skins-là, mais tout le process de création, le fait que maintenant tu te dis que tu as tes créations dans le monde du numérique aussi, comment t'as trouvé cette expérience? Mais c'est génialissime, c'est vraiment, c'est énorme parce que c'est la première fois aussi que l'Afrique soit, la culture africaine soit dans les jeux vidéo, et c'est énorme. Parce que jusque-là, on n'y était pas. Donc, je pense que c'est une première, mais il y en aura d'autres qui vont y être. Ah, mais c'est vraiment un truc de ouf parce que, effectivement, moi, je savais pas, en fait, quelles étaient les licences qui avaient bénéficié de tes skins, de tes créations qui sont donc devenues des skins. C'est vrai que c'est vraiment du très très lourd, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur ça va devenir énorme. En fait, je trouve qui est hyper intéressant dans ce projet-là, et je rebondis en fait sur ce que tu disais, c'est que on emmène justement cet aspect, ce côté culturel propre à l'Afrique, à Madagascar, auprès de consommateurs qui sont vraiment, mais là, partout dans le monde. Tu vois, en fait, je pense que c'est l'avantage aussi du jeu vidéo, c'est qu'il n'y a pas cette restriction en fait géographique. Et donc toi, l'œuvre que tu as créée, en fait, n'importe qui dans le monde peut interagir avec. Et ça, je trouve que c'est excellent. Ce projet-là, est-ce que je reviens un petit peu à la jeunesse de ce projet-là, avant que vous décidiez donc de partir sur la création d'un skin en collab, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu peut-être comment ça s'est articulé en amont, peut-être d'un point de vue, est-ce que c'est Publicis qui t'a contacté, mais est-ce que je veux dire ça rentre dans le cadre d'une collaboration plus globale? Oui, alors c'est Publicis qui m'ont contacté, mais c'est Orange Afrique qui est derrière le jeu vidéo en fait. Et un opérateur proche de tout le monde. Je pense que c'est intéressant aussi de le souligner. Certes, on parle pas forcément de gaming à 100% dans cet épisode, mais c'est vrai que le monde du gaming, c'est aujourd'hui une industrie qui pèse plus que par exemple l'industrie de la musique. Donc je pense que c'est le fait d'investir dans le fait que l'opérateur lance cette initiative et décide de faire appel à des talents locaux pour investir dans ce domaine-là. Je pense que ça montre que aujourd'hui toute l'importance que le monde du numérique et aussi donc le monde du jeu vidéo a dans notre écosystème dans lequel on vit. Tu le referais si jamais Mais absolument. À refaire. On attend les appels. Oui, absolument à refaire et peut-être même faire des produits dérivés avec. Ça peut être intéressant aussi. Ah, ok. Genre par exemple, ça peut être quoi? Genre un exemple de produit dérivé que t'as en tête? Je sais pas, des petites figurines. Ah ouais, mais de ouf. Comme ça. De ouf. Non, je vais montrer peut-être pour ceux qui voient pas. Ouais. Bon, en gros, c'est ça. On appelle ça des pop animation. Voilà. Et c'est des petites figurines. Et tous les jeux vidéo, mon fils, il en collectionne. Et pourquoi pas le skin que maman a fait. Ouais, ça serait un truc de ouf. Bon, je suis un grand enfant, du coup. J'ai ça. Mais il y a plein des costumes. Ça serait incroyable. Hein. Ouais. Mais tu disais d'ailleurs que peut-être qu'il y aurait possibilité que ces créations-là soient exposées. Ce que toi tu as fait, je veux dire vraiment la création physique. Je pense que Orange Madagascar va l'exposer. Ah ouais. Ah, ça serait vraiment stylé. Donc oui, parce que c'est eux qui faut qu'on s'y en informe. Non, ça sera exposé, ça sera
ça sera dit, on saura où visiter, où ça sera exposé. À mon avis, ça va être dans les locaux Orange. Okay. Mais tu vois, ça, je pense, ça, c'est vraiment des initiatives et ton histoire, notamment, et ce projet-là, c'est des choses, je pense, qui méritent vraiment d'être mis en lumière un maximum. Je suis vraiment content qu'on puisse le faire là aujourd'hui parce que ton histoire, là, je suis sûr qu'elle peut inspirer et motiver énormément de gens parce qu'à Mada, on a beaucoup de jeunes qui sont passionnés et qui ont beaucoup de talent pour tout ce qui est autour aussi, par exemple, du numérique. Et là, pour eux, ils se disent peut-être, ah tiens, c'est peut-être une débouchée un jour que je pourrais exploiter, mais auquel j'avais jamais pensé, en fait, tu vois. Absolument. Et je pense que jamais ils se seraient dit, si ce n'est grâce à toi, que, ah, bah tiens, en fait, quelqu'un, Mada, peut éventuellement contribuer à des gros trucs comme ça, tu vois. Mais ça existe déjà, des jeunes qui ont créé des jeux vidéo malgaches. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. J'ai même été invitée à l'avant-première c'était assez bluffant. Ouais. C'était quoi comme genre de jeu? Un peu, tu te rappelles? Non, je me souviens plus. C'était un truc de voiture ou c'était un truc de dalle? Non, c'était un truc de dalle, un petit peu. Ouais, c'était un truc de dalle, un truc de coco, un truc malgache, quoi. Il fallait chercher des trucs. Et c'était assez intéressant. Donc on en a des jeunes qui sont capables de créer des jeux vidéo. Mais là, en termes de tenue, les skins, je pense que c'est une première. C'est une première vraiment pour que la culture africaine soit mise en avant dans un jeu vidéo. Non, mais franchement, tout à l'heure, je parlais de Fortnite, c'est un gros jeu vidéo aussi, tu vois, qui est joué par beaucoup de gens. Moi, j'aimerais bien un jour avoir un skin Gas, tu vois, genre. Peut-être qu'ils vont nous contacter, peut-être qu'ils vont contacter d'autres jeunes créateurs aussi, parce que c'est ça aussi qui est intéressant après, parce qu'il y en a d'autres qui ont sûrement d'autres inspirations. Il n'y a pas que moi, mais il se trouve que c'est moi qu'ils ont contacté et que j'en suis gratitude. C'est quoi maintenant pour toi, comment t'envisages la suite de ton aventure? Tu vois, t'as commencé un peu à toucher au ski numérique. Bon, bien sûr, la création de pièces vraiment physiques, ça, tu le fais depuis déjà. En fait, moi, j'ai plus envie d'aller dans la décoration intérieure. Ça, c'est vraiment, j'aime bien. Je trouve que j'ai ce fibre de créer quelque chose de chaleureux dans la maison. Et pas trop chargé, un peu minimaliste, mais chaleureux. C'est quoi, t'avais pas une collection qui s'appelait Épuré aussi? Oui. Oui, j'avais une collection qui s'appelait Épuré, donc moi j'aime bien. Tu vois, la déco de ton studio, je trouve ça sympa. Merci. Et tu te vois genre vraiment créer les pièces, ou est-ce que plus faire de l'agencement, tu vois, genre... Ou est-ce que tu vas par exemple créer vraiment, genre par exemple créer tables, les meubles, des meubles et tout, dessiner. Je travaille déjà avec un menuisier, donc on peut vraiment créer des choses ensemble, mais j'ai pas encore lancé, donc ça s'appellerait Madagascar Dzomatana Home. Dzomatana Home. Ok. Voilà, aussi il faut rester à l'affût du coup pour le lancement officiel une fois que tu lances ça. Mais c'est plus un style vraiment, donc du coup c'est plus vraiment brut. Brut. Ok, ok. Genre les tables, par exemple, c'est pas forcément des tables hyper polies comme ça. Non. Sur le côté, mais c'est voilà, brut. Brut vraiment. Ok. Mais poli, verni, mais plutôt brut avec du fer forgé ou du noir et. Et tu dois plus faire des pièces là aussi uniques, tu vois, ou... Ça sera des pièces uniques parce que ça sera à la demande du client avec qui je vais passer du temps pour connaître un peu son univers, son ADN. Il faut que ça corresponde à la personne. Faut regarder l'intérieur aussi. Voilà. Mais je trouve que ça rejoint quand même les... Tu vois, je me pose une question là. Est-ce que, selon toi, est-ce qu'on est artiste ou est-ce qu'on le devient? Moi, je pense que je suis né artiste. Mais on peut le devenir. Je pense qu'on peut le devenir aussi. Mais il faut quand même avoir... On dirait qu'il faut quand même quelque chose, tu vois. Oui. On dirait à la base, genre... Je sais pas, mais j'ai l'impression que les artistes, ils sont un peu... Ils sont pas tout seuls dans leur tête. De toute façon, il y a très peu de personnes qui sont seules dans leur tête. Oui, en vrai... tous plusieurs. Et toi, tu penses que c'est pertinent, parce que toi, t'as appris avec ta maman et t'as tout de suite mis en pratique, mais est-ce que tu penses que c'est pertinent d'aller apprendre l'art à l'école ou à l'université, tout ça? Absolument. Ouais. Ah oui, non, mais il faut... Si les parents comprennent que celui-là, il veut pas être ingénieur, mais plutôt chef cuisinier, il faut lui envoyer l'enfant dans une école de cuisine, une école de musique, de peinture, de mode. Si l'enfant est né avec quelque chose, ça ne peut que accroître et exploser. Et tu vois, c'est intéressant que tu parles des enfants parce que c'est vraiment là où j'allais emmener la discussion. C'est, je pense, en tant que parent, en tout cas, Amada,
Si ton enfant te dit, bon, j'ai envie de travailler dans le monde de l'art, tu vois, ça, je pense que chez la majorité des parents, Amada, ça paraît encore un peu abstrait, tu vois, tu te dis, Ah, mais ils vont est-ce dire que tu mais peux c'est vivre pas de un ça? métier. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que toi, déjà, tu peux dire éventuellement à ces parents-là, mais aussi à ces jeunes-là, peut-être qui sont dans des situations comme ça et qui ont envie peut-être de poursuivre leur carrière dans des domaines artistiques, tu vois, mais qui savent peut-être pas comment s'y prendre pour. Ah, ben moi, j'encourage les parents à soutenir leur enfant, pas obliger un enfant à faire un métier qu'il n'a pas envie ou il sera pas heureux. Il gagnerait peut-être beaucoup d'argent, mais il va pas être heureux, tout simplement, parce que c'est bien de faire ce qu'on a envie de faire. J'encourage les parents à soutenir les enfants, en tout cas. Ouais. C'est hyper important. Ouais. Mais d'ailleurs, ça, c'est vrai que je pense que ça, c'est le summum. Enfin, bon, ça y est, j'ai sorti les grands mots là. Je pense que c'est en tout cas une vraie chance de pouvoir faire ce qu'on aime et en plus de ça, de pouvoir en vivre. Franchement. Alors, ça, fais un métier qui te plaît et tu ne travaillerais jamais un jour de ta vie. Yes. Et toi, t'es dans cet état-là, enfin, je veux dire, Oui, je suis un peu dans cet état-là, mais il y a des moments où la réalité te rattrape. Donc, bon, alors, on va laisser de côté l'art, on va devenir un peu pragmatique, un peu sérieux, un peu de comptabilité, mais c'est barbant. Ouais, quand faut loyer après ou truc comme ça, la peau. Okay. Bah ouais, c'est barbant quand même. Mais j'ai de la chance, je fais ce que j'aime et j'ai beaucoup de chance. Et est-ce que toi, t'aimerais, par exemple, que ton fils suive tes pas ou pas forcément? Enfin, parce que je sais qu'il y a des parents, tu vois, ça leur tient à cœur, tu vois, que l'enfant puisse un peu... Ah non, pas du tout. Okay. Non, c'est contradictoire avec ce que je viens de dire. Ok. Mes enfants, tu veux pas l'orienter, quoi. Attends, tu le laisses vraiment... On peut influencer, parce que nous, parents, on veut toujours que nos enfants nous dépassent, ou on veut bien qu'ils soient chirurgien dentiste, ingénieur en chimie. Mon fils, il fait des études ingénieur en chimie, c'est pour ça que ok. Mais il adore aussi la cuisine. J'ai pris vraiment deux. Ah oui. Donc, mais son métier peut l'emmener à être chef. Ce qu'il fait. Il est dans la chimie, donc. Ok. Il étudie ici ou Non, il est à Lyon. Ils sont là-bas, mes enfants. Ils sont allés là-bas. Ils ont leur vie là-bas. Ok, d'accord. Ok. Et toi, donc, tu fais quand tu peux donc des va-et-vient. Ouais. Ok. Est-ce que dans la phase là dans laquelle tu te situes aujourd'hui, et avec l'expérience que tu as vue, tout ce que tu as pu voir et découvrir, tu penses qu'on peut faire de Mada, allez, je vais pas dire une capitale de la mode tout de suite, tu vois, mais est-ce que il y a moyen qu'on puisse rentrer un peu dans cet écosystème de la mode, de la création, tu vois, pour commencer à s'asseoir en tant qu'acteur important dans le domaine. Est-ce que tu vois, c'est possible? Mais je pense qu'on commence, il y a beaucoup de stylistes, beaucoup de jeunes créateurs et il y en a qui sont vraiment talentueux. Hein. Donc, peut-être pas la capitale parce qu'il y a d'autres pays. Oui. Ouais, justement. On va pas être trop prétentieux, plus à l'eau. Mais on est pas mal. On est pas mal. Il y a vraiment de quelques jeunes créateurs qui sont bons. Je peux en citer quelques-uns, maman, parce que moi, je suis là aussi pour... j'aime bien mettre les gens... genre, Siracout, très, très bonne créatrice. Tatil Racout Harvey, ou Vice Local, Jordan Rabé Squad. La liste est assez longue. Voilà. Faut qu'on prenne note... pour qu'on les invite un jour dans le podcast, comme ça nous fait déjà des idées d'un futurs invités, si bien sûr ils sont ok. Oui, non, mais ils seront partants, mais il y en a vraiment des bons. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un truc. Là, parce qu'à Mada, j'ai pas l'impression qu'on est encore vraiment dans une société de consommation, tu vois, comme ce qu'on entend, comme ce qu'on peut voir dans les pays, je sais pas, dans les pays d'Europe, par exemple, ou en Amérique, tu vois, où éventuellement, tous les mois, on va aller faire les boutiques 4-5 fois et on va s'acheter plein d'habits, etc. Tu vois. Et je suis quand même agréablement surpris du coup de voir en fait qu'on peut quand même en vivre et développer une activité et faire vivre d'autres gens grâce à ça en fait. Franchement. Mais dans le domaine de la mode, il y en a vraiment. Je connais quelques créateurs qui en vivent vraiment très bien. Après, on n'a pas peut-être assez de soutien, pas assez de tremplin pour qu'on puisse vraiment développer
ce domaine, mais dans le textile, en tout cas, en sachant que Madagascar fabrique des millions de pièces pour des marques que j'ai pas le droit de citer. Mais je veux dire, les femmes qui travaillent dans ces grosses zones franches sont payées une misère. C'est jamais marqué Made in Madagascar. Et les gens qui travaillent pour ces grosses sociétés sont en survie. Je dénonce ça parce que je connais ce système et que ces gens-là, essentiellement des femmes, sont payées au strict minimum. Et ça va partout dans le monde, des grosses marques que tout le monde met là-bas, qu'on ne négocie pas dans les boutiques. On ne négocie pas dans les boutiques, ouais. Donc, on est encore loin, mais on commence, il faut se battre, il faut se montrer, puis il faut élever les gens, il faut pas vouloir être seul. Moi, toute seule, je peux pas représenter un tel pays. Il faut que plein de jeunes créateurs puissent utiliser le Lambawa, les boots foot. J'ai fait plein de transformations, en fait. Et j'encourage vraiment les jeunes à suivre. Chacun a son style, chacun a son ADN. Mais, il faut qu'on soit, utiliser l'ETI, utiliser toutes les matières possibles que vous voulez faire. Mais il faut être nombreux. On approche plus ou moins la fin de la discussion, mais il y a encore quelques points que j'aimerais encore voir avec toi. Tu parlais de tremplin, tu vois. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut comme tremplin aujourd'hui, justement, faire monter les créateurs là où jusqu'à où ils méritent d'aller, quoi, tu vois? Ben, je sais pas, le ministère de la Culture avait organisé un tremplin qui s'appelait Gasmiham Fashion. Et donc, ils mettaient en place un tremplin pour des créateurs jeunes, moins jeunes, pour présenter leur travail. Il y avait des espaces de vente. Et je trouve que ce genre de projet est très sympa. Et ça, c'est l'ancien ministre de la Culture et de la Communication qui a mis ça en place. Et j'espère que ça va continuer parce que c'était un joli tremplin. Ça a commencé à Tana, elle avait emmené ça à Tamatave. On peut vraiment faire le tour des provinces parce que il y a pas que à Tana ou à Tamatave où il y a des jeunes talents. Il faut aussi l'emmener un peu plus loin. C'est ça le tremplin proposé aux jeunes qu'on découvre et financer aussi après leurs projets. Il faut aussi les financer. Il y a beaucoup de secteurs privés malgaches. Je parle toujours de Madagascar parce qu'on reçoit beaucoup de dons de l'extérieur. Mais ceux qui ont de l'argent à Madagascar, c'est-à-dire les malgaches, on peut aussi soutenir nos jeunes. On parle de mon domaine, donc la mode. On peut aussi soutenir ces jeunes-là avec un projet viable et financé. Ok. À bon entendeur. À bon entendeur. Est-ce que tu aurais un mantra, c'est ça, c'est le terme, un mantra que tu utilises toi dans la vie de tous les jours, genre un truc, tu vois, une phrase que tu te répètes ou que tu aimes bien répéter pour t'aider à avancer ou ah, je vois que oui, mais après j'en ai plusieurs. Mais il y a un truc que je fais tous les matins quand je me lève. Je remercie l'univers de ce que je suis, de ce que je peux apporter et de la gratitude infinie. Excellent. Est-ce que toi, tu sais aujourd'hui quelle est ta raison d'être? Je sais en plus pourquoi tu parlais de l'univers, tu vois, mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens se posent aussi, genre quelle est ma place dans l'univers, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui tu sais, pourquoi tu es ici? Est-ce que t'as une mission de vie en particulier, quelque chose que tu aimerais accomplir vraiment en étant ici? Oh ouais, oui, il y en a plusieurs, mais je pense que nous avons tous une mission de vie, mais que peut-être que beaucoup n'ont pas l'occasion d'expérimenter. Comme on disait tout à l'heure, les parents veulent qu'on fasse ça alors que c'est pas ça. Pour moi, chacun a une mission. Et je pense que oui, moi j'en ai une aussi et que j'essaie de l'accomplir, mais j'aurais pas même à plusieurs vies accomplir une mission. Donc c'est là la transmission et que après je sais pas ce qui se passe après la mort. En tout cas, on est sûr que c'est 3 pieds sous terre ou brûlé, mais le reste je suis pas très douée pour ça. Ok. Pas très douée. Est-ce que tu aurais un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs auditrices? Généralement, pour te donner une idée du profil, la majorité, en tout cas 70%, je crois, entre 18 et 35 ans. D'accord. Alors donc moi le message en fait que j'ai envie de passer, c'est on disait tout à l'heure que c'est la première fois que la culture africaine est dans les jeux vidéo.
pour une fois, donc il y a 3 pays qui ont été choisis. Identifiez-vous au skin qu'on a fait. Donc moi, j'invite d'abord les gamers malgaches à aller voir le skin qu'on a réalisé pour nous, pour qu'on puisse s'identifier dans les jeux vidéo. Et on va pas se limiter sur Madagascar, mais ou sur les malgaches en tout cas, mais aux amoureux de Madagascar, mais téléchargez le jeu et venez jouer. Yes. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage, pour cet échange qu'on a pu avoir. Et écoute, je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu souhaites entreprendre à l'avenir. Merci beaucoup Axel, merci pour ton invitation et merci aux auditeurs et auditrices.